Où est-ce que je suis? Pourquoi je vois rien? Je veux partir. Calmez-vous, vous êtes à l'hôpital, tout va bien. Pourquoi je suis là? Vous ne vous souvenez de rien? On était dans un village détruit, on a dû protéger un peu. Ensuite, on a été rappelé à la tranchée de Chattancourt. Et vous vous rappelez d'un passage en particulier? Il pleuvait. C'était calme, on s'est abrité quelque temps. Et ensuite? Ensuite, je suis sorti. Je me souviens être sorti et... Il y avait ce son. Horrible. Vous avez été transféré à l'hôpital de Vadlincourt. Vous avez des blessures aux bras et aux jambes, mais vous avez surtout inhalé beaucoup de gaz. Vos poumons et vos yeux sont atteints. Je veux sortir. Vous devez vous reposer. Je veux l'avis d'un médecin. Je ne suis pas une infirmière, soldat. Je suis médecin. Je suis le docteur Nicole Mangin. L'histoire de la seule femme médecin française durant la Grande Guerre débute le 11 octobre 1878. Charlotte Florence Nicolette Mangin, dit Nicole Mangin, est née à Paris dans le 11e arrondissement. Fille de Charles Mangin et de Marie-Amélie Lambinet, la jeune fille partagera sa vie entre la capitale et la Meuse chez ses grands-parents. Alors son frère le plus vieux s'appelait Paul-Émile Brutus même, et il a été orfèvre. Mon grand-père Maurice, qui était le suivant, lui a été dans le commerce du vin, s'occupait de vin. Et Marcel est décédé, en 1909. Et donc une fille, Nicole, et elle va vivre au milieu de cette fratrie. Nicole, alors adolescente, se passionne pour la science. Déterminée, elle décide de poursuivre ses études dans un milieu où les femmes ne sont pas les bienvenues. Pour dire des souvenirs de mon grand-père, elle adorait les études, elle avait beaucoup de facilité. C'est elle qui a décidé d'être médecin, de faire médecine. Alors, elle a passé son baccalauréat. Elle n'a pas passé le baccalauréat parce qu'à l'époque, il y a très peu de filles qui passaient le baccalauréat. Alors le problème des études secondaires a été pendant très longtemps très différent entre le garçon et la fille, parce que les filles n'avaient pas de formation pour passer le baccalauréat classique, et ça n'est qu'aux alentours de 1920 que le baccalauréat est devenu identique pour les garçons et les filles. Elle a fait quand même elle a passé le concours d'entrée en médecine, elle était reçue, mais elle n'a pas pu y rentrer parce qu'elle n'avait pas fait de latin. Dans la foulée, elle a fait une formation, elle a passé le PCN. Alors le PCN, c'était un examen, enfin une année d'études qui était avant les études de médecine et qui a duré longtemps, qui s'est ensuite appelé le PCB. Cet examen-là lui a permis de rentrer en médecine. Elle a pu faire 2 ans de médecine avant son mariage. Elle rentre en fac de médecine à la Sorbonne en 1896-97 et effectivement, elles ne sont que 5 femmes, je crois, dans cette promotion. Peu de femmes, de toute façon, avaient la vocation, dit entre guillemets, pour devenir médecin, car la plupart du temps, une jeune fille était destinée à se marier, à avoir des enfants et à faire un petit peu d'activité artistique, mais pas des études de médecine, ni de mathématiques ou de physique,
qui étaient considérées comme des disciplines purement masculines. Donc vous imaginez bien les quolibets avec lesquels elle est reçue. Une femme qui fait des études, qui plus est médecine, elle est plutôt moquée. Chahutée, on dirait maintenant harcelée. Au début, les premières qui sont venues dans les grands amphis où il y avait toute une promotion de garçons ont été effectivement un peu chahutées. À Paris, on avait même amené en même temps un gardien qui était là pour surveiller qu'elle n'était pas maltraitée par les étudiants en médecine. Mais ça n'a pas duré longtemps. D'une façon générale, tout s'est très bien passé et elles ont pu travailler tranquillement avec leurs collègues garçons. Durant ses études de médecine, Nicole Mangin rencontre un ami de la famille, André Girard. Fils d'un grand négociant de vin, il va très vite conquérir le cœur de la jeune femme qui va découvrir le grand amour à ses côtés, délaissant peu à peu ses études. Les amoureux ne se quittent plus et décident de se marier en 1899. 2 ans plus tard, Nicole donnera naissance à un garçon prénommé Étienne. Avec André, Nicole va être confrontée à la vie bourgeoise, bien loin des malades et de la misère sociale qu'elle côtoyait chaque jour à travers ses études. Ensemble, ils voyageront dans de nombreux pays, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, mais aussi l'Angleterre. Il y avait un train de vie au-dessus du commun, des attelages de chevaux, on allait aux courses, enfin on vivait sur un grand pied, quoi. Mais c'est une vie qui ne lui plaisait qu'à moitié, quoi, à Nicole. Après 4 années de luxe, Nicole Girard-Mangin décide de se séparer d'André Girard. En 1903, le divorce est prononcé. Elle a divorcé parce qu'elle ne se plaisait pas, elle ne supportait pas de vivre comme elle le faisait, d'autant plus qu'André Girard avait une vie un peu, on va dire, dissipée. La vie lui paraissait futile quand même, la vie bourgeoise comme ça. Elle avait quand même d'autres idées dans la tête, puisqu'elle avait déjà commencé ses études de médecine avant son mariage. Elle était tombée sous le charme d'André Girard, puis bon, à l'usage, elle a vu que ce n'était pas ce qui lui convenait. Femme divorcée à une époque où celui-ci était mal vu, Nicole Girard-Mangin décide de reprendre ses études de médecine, son réel amour. Même si elle a la parenthèse du mariage et de son enfant, mais elle reprend ses études après, envers et contre tous, puisque de toute façon c'est une femme qui, on le voit, qui a un sens de l'engagement, qui a un sens des responsabilités, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut faire. C'était une femme brillante. Donc elle a dû supplanter, à mon avis, plusieurs de ses camarades masculins sur ses compétences purement médicales, on va dire. Quand elle a fini sa médecine, elle était plutôt dans la recherche que dans le soin aux personnes, quoi. Elle a travaillé beaucoup sur la tuberculose et sur le cancer. Et d'ailleurs, sa thèse s'appellera « Les poisons cancéreux ». Et donc elle a sa thèse, mention très honorable, en 1909. La thèse de la doctoresse, Les poisons cancéreux, sera un ouvrage très remarqué auprès des scientifiques de France, lui donnant une petite renommée dans le milieu médical. Au-delà du cancer, Nicole Girard-Mangin décide de s'attaquer à une maladie qui fait rage en France à cette époque, la tuberculose. C'est un bacille, le bacille de Koch. Et ce bacille de Koch, eh bien, il va frapper préférentiellement les poumons, dans lesquels il va se créer des cavernes. Les gens vont se mettre à tousser, et ben, ils vont excréter ce bacille tout autour d'eux. Ils vont pouvoir contaminer leur entourage, surtout quand les conditions de vie sont précaires. Parce qu'on ne connaît plus ça à l'heure actuelle. Mais dans des conditions de vie précaires, où les gens sont dénutris, malnutris, amaigris, déficients, eh bien, ils vont attraper plus volontiers cette maladie, la tuberculose. Lors de sa recherche ses recherches sur la tuberculose, elle a rencontré quand même beaucoup de gens. Elle a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens misérables, entre guillemets, quoi. Elle a pris ces gens-là, elle a pris leur situation à cœur et essayer de les sortir aussi différents, pas juste dans les soins, mais aussi dans leur façon de vivre. Elle a travaillé pour qu'ils aient des conditions d'existence un petit peu plus faciles. Avant la guerre de 14, c'est encore un immense problème. Il y a beaucoup de tuberculeux en France. Alors on parle d'hygiène, on crée des sanatoriums, on n'a pas
encore tout l'arsenal thérapeutique pour éradiquer cette tuberculose. Grâce aux relations de son ancienne vie bourgeoise, elle récolte de l'argent pour créer des sanatoriums et des logements pour les personnes les plus démunies. En 1910, elle représente la France au Congrès international de la tuberculose à Vienne. Concernant l'hygiène sociale et le traitement de la tuberculose, la France traîne des pieds. Pour pallier à ce problème, la doctoresse donne de nombreuses conférences lors de congrès sur le féminisme pour alerter la population sur cette maladie. En 1913, Nicole Girard-Mangin rencontrera Marie Dimer, pionnière dans l'action sociale. Ensemble, elles vont se battre pour former les femmes contre la tuberculose. Les deux femmes s'associent pour créer les infirmières visiteuses de France, les ancêtres des assistantes sociales. Elle était quand même engagée auprès de ses patients. C'est une femme, c'est tentaculaire. Son engagement est tentaculaire. Et puis finalement, dans son engagement, on se demande à un moment si elle ne s'oublie pas elle-même. Alors que tout brille pour Nicole Girard-Mangin, le monde éclate. La Première Guerre mondiale est déclarée. Le 2 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, un événement qui va changer la vie de Nicole à tout jamais. L'Allemagne déclare la guerre à la France tout simplement parce que voilà, c'est l'aboutissement de la crise qui a commencé avec l'attentat de Sarajevo, la crise diplomatique qui commence avec cet attentat du 28 juin 1914. Et donc voilà, en 15 jours de temps, toute l'Europe et le monde vont basculer dans la guerre. Et les Allemands savent que depuis 1893, ils vont devoir faire la guerre sur deux fronts, à l'ouest contre les Français, à l'est contre les Russes. Donc le plan allemand, qui était le plan Schlieffen, qui avait été adopté en 1905, consistait finalement à essayer de vaincre la France très rapidement, en 6 semaines, pour pouvoir se retourner ensuite contre les Russes. Donc en fait, il faut bien comprendre, derrière la déclaration de guerre, c'est l'aboutissement de cette cascade, de ces montées de tensions. Depuis le début du mois, il y avait la mobilisation générale qui était décrétée dans les différents pays, et on va dire que ça ne se ferait plus à l'heure actuelle. Mais c'est une note diplomatique, une déclaration de guerre, un État notifie à l'autre que c'est la guerre. Mais l'idée des Allemands, en déclarant la guerre, c'est de pouvoir attaquer le plus rapidement à l'ouest pour pouvoir vaincre les Français en 6 semaines, pour pouvoir se retourner ensuite contre les Russes. Nicole Mangin est médecin, elle fait ses études, on est dans la belle époque. Elle est à Paris, c'est merveilleux, la vie parisienne est merveilleuse à cette époque-là, 1910, 1911, 12, 13, c'est la belle époque, et bim, 3 août, c'est la mobilisation générale, et Nicole, donc, reçoit une lettre du service de santé des armées. D'après mon grand-père, c'est l'assistance publique qui a demandé un médecin qui a pris la liste des médecins et puis qui a choisi Girard-Mangin. Il fallait un médecin pour l'hôpital de Bourbonne-les-Bains. Elle se présente et là, elle est reçue par un médecin-major qui la regarde et lui dit « Mais vous êtes qui ? J'avais pas demandé une midinette, je n'avais pas demandé une infirmière, j'attendais un médecin. » Et là, elle dit « Mais je suis médecin. » Et elle fait face à la misogynie, évidemment de l'état-major, mais aussi du corps médical qui n'acceptait pas, qui avait, on peut le dire, quand même beaucoup de scepticisme à l'égard des femmes, y compris des femmes médecins. Jusque-là, la femme est toujours considérée comme une matrice qui sert à fabriquer des enfants, à les élever, à rester à la maison, à apporter son soutien moral à son mari. Et ce sont les hommes qui vont au travail à l'extérieur, ce sont les hommes qui vont à la guerre, et c'est leur mission, et on n'envisage pas du tout d'avoir des femmes sur le champ de bataille. Elle aurait pu, à ce moment-là, repartir, je pense. Ils auraient nommé quelqu'un d'autre, mais bon, elle était là, elle a voulu montrer ce qu'elle était, et donc elle est restée. Ce qui se serait passé, il y aurait eu une erreur administrative. C'est pas le docteur Nicole Girard-Mangin qui était mobilisé ou mobilisable, mais le docteur Gérard Mangin. Donc il y aurait eu une erreur administrative. Les médecins-majors pensaient que c'était un homme, or c'était une femme. Les femmes n'étant pas les bienvenues dans l'armée, Nicole Girard-Mangin va faire face à un petit problème vestimentaire. Elle est médecin à l'armée, mais pas de tenue. Pas de tenue de médecin, puisqu'il n'y a pas de femmes médecins, donc pas de tenue. Les femmes ne sont pas sollicitées en tant que seules combattantes. On va les retrouver dans les unités sanitaires, par contre. On va retrouver des infirmières, le rôle traditionnel. On va dire que jouer les femmes en temps de guerre, c'est jouer le rôle traditionnel. On va avoir également, dans l'armée britannique, on va avoir des femmes médecins, entre autres, mais pas dans l'armée française, sauf en ce qui concerne évidemment Nicole Girard-Mangin.
L'État français dispose d'uniformes pour les hommes médecins, mais Nicole, étant la seule femme médecin française, n'a pas la possibilité d'être habillée. Pourtant, une dotation de l'État lui sera fournie. Tout d'abord, elle aura un uniforme français avec la couleur kaki de l'armée anglaise. Puis, en 1916, elle se fera confectionner un autre uniforme, cette fois-ci différent du premier. Habillée avec un uniforme de doctoresse anglaise, elle portera fièrement le bleu horizon, couleur de l'armée française à cette époque. Affectée à la station thermale de Bourbonne-les-Bains depuis le début de la guerre, ses supérieurs décident de la muter, fin 1914, dans une ville marquante de la Grande Guerre. C'est gênant, une femme, à l'époque. J'imagine que une femme, c'est pas là pour prendre des décisions, c'est pas là pour opérer, c'est pas là... Non, elle est là pour s'occuper des patients, les chouchouter, être une infirmière, être un ange blanc. Là, c'était bien. C'est le rôle des femmes. Hein. On choisit on est la maman des blessés. Elle, là, c'était autre chose. Donc, ça les gênait certainement. Allez, on va l'envoyer à Verdun, il s'y passe rien. De la fin 1914, depuis la fin de la guerre de mouvement jusqu'au déclenchement de la bataille de Verdun, en effet, face à la place fortifiée de Verdun, qui deviendra région fortifiée de Verdun en août 1915, c'est un front qui est particulièrement calme. C'est un front qui est calme tout simplement parce que y a une place fortifiée qui est là, les Allemands le savent, hein, donc ils ont, pendant la guerre de mouvement, bien contourné au large la place fortifiée, ils n'ont pas voulu l'attaquer. En effet, l'état-major français, en 1915, il est plus inquiet à savoir ce qui se passe sur les ailes de Verdun, c'est-à-dire ce qui se passe sur les Hauts-de-Meuse, et notamment aux Éparges, inquiet de ce qui se passe en Argonne également, Argonne jusqu'à la butte de Vauquois. Par contre, face à Verdun, jusqu'à ce que l'état-major perçoive finalement l'imminence de l'offensive allemande, c'est un front qui est calme, un des plus calmes du front de l'Ouest. Même s'il y a eu une tentative allemande de prendre Verdun à revers en descendant la vallée de la Meuse et que l'offensive s'est arrêtée notamment au fort de Troyon et que ça n'a pas pu se faire, on ne pense pas que les Allemands vont pouvoir récidiver. Et puis, on aura la surprise de voir que c'est là qu'ils vont attaquer en 1916. Mais avant cette période-là, on pense que Verdun, effectivement, est un secteur calme. Et c'est dans ces circonstances-là que Nicole Mangin, dont l'armée française ne sait pas vraiment que faire, souhaite la mettre quelque part où elle puisse rendre service, mais ne souhaite pas l'exposer dans les premières lignes du front, va la faire muter à Verdun, un secteur calme. Être une femme dans un milieu d'hommes n'est pas chose facile. Pourtant, tout au long de la guerre, elle ne sera jamais seule. Alors l'histoire de Nicole Mangin, elle est remarquable, je dirais même qu'elle est géniale. Mais elle ne peut pas être déconnectée de son chien. Son compagnon de route, son compagnon de guerre et son compagnon de vie, c'est Dain. Dain, un berger malinois, je crois, qu'elle a appelé Dain en référence à Verdun, bien sûr. Alors on ne sait pas trop, ce serait certainement un collègue qui lui aurait offert cette chienne. Et cette chienne-là restera pour elle le compagnon, le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir le temps de sa guerre et le restant de sa vie, d'ailleurs. Cette chienne-là, quand on trouve Nicole morte chez elle, Dain est dans la chambre avec un gant dans la gueule qu'elle va garder et trimballer avec elle tout le restant de sa vie. Après ces différentes affectations, en novembre 1914, Nicole Mangin va se retrouver à l'hôpital de Glorieux, qui traite principalement des soldats atteints de la typhoïde. Une fois encore, elle est mal accueillie par ses supérieurs. À l'hôpital numéro 7, le médecin m'interdit l'entrée des salles. C'était charmant. Je vécus ainsi des semaines parmi des gens qui me traitaient en pestiféré. Tout se tasse. On finit par m'octroyer un service de typhique que je trouve dans de mauvaises conditions. Peu importe les tâches, parfois ingrates, que ses supérieurs lui demandent de faire, Nicole sera toujours aux petits soins auprès de ses malades typhiques. Mais la typhoïde, c'est une maladie qui est due à bacille, qui donne une fièvre très importante, et puis surtout des troubles digestifs avec vomissements, diarrhée, donc déshydratation, et puis cette infection peut donner des chocs septiques et des septicémies qui peuvent emporter la vie dans 30% des cas s'il n'y a pas de traitement.
Et la fièvre typhoïde, en gros, pour les armées, c'est le péril fécal. Elle est très importante durant toute la guerre, et notamment le premier automne de guerre. C'est-à-dire que tout le monde pensait que la guerre allait être courte. Les armées étaient en mouvement pendant la guerre de mouvement, et puis on a commencé à creuser les premières tranchées. Et avec l'automne, les précipitations de l'automne 1914, on va se retrouver avec une situation sanitaire dramatique, puisque évidemment la fièvre typhoïde va se diffuser, parce qu'à cause du manque d'hygiène qu'on a dans les tranchées, et puis du fait de la promiscuité, quand les hommes les uns à côté des autres, il n'y a pas de sanitaire, évidemment, il n'y a pas tout ça. Et il se trouve que pour la fièvre typhoïde, on a la chance d'avoir déjà, dès les premières années de 1900, un vaccin contre la fièvre typhoïde. Alors l'état-major français s'en rend compte et il va demander que tous les soldats soient vaccinés contre la fièvre typhoïde. Malheureusement, la guerre arrive et on n'a pas eu le temps de vacciner tout le monde. À l'hôpital numéro 7 de Glorieux, la doctoresse restera jusqu'à l'offensive allemande qui débute la bataille de Verdun. L'idée d'une attaque allemande sur Verdun, c'est le 30 novembre 1915. Vous avez le général allemand Erich von Falkenhayn qui décide d'attaquer en force sur le front de l'Ouest, parce que pour les Allemands, c'est sur le front de l'Ouest que la guerre va se gagner, alors que la guerre dure depuis 2 ans. Et c'est le 15 décembre qu'il arrête son choix sur la ville de Verdun. Donc, une fois que la décision est prise, à partir de ce moment-là, vous allez avoir, dans la deuxième moitié de décembre, des troupes allemandes qui vont arriver en grand nombre. Et ces troupes allemandes ne sont pas discrètes. Au niveau de leurs aménagements, ils creusent des abris pour pouvoir masser les troupes qui sont chargées de mener l'attaque. Ils créent des parcs pour pouvoir stocker du matériel. Donc, c'est pas discret, d'autant plus que les aviateurs français peuvent voler et photographient. Et on constate qu'il y a une activité ferroviaire et une concentration de troupes anormale. Donc, sur le front de Verdun, dès la fin décembre 1915, on est convaincu, lieutenant-colonel Drian le premier, qu'il va y avoir une offensive allemande à Verdun. Et puis, tout au long du mois de janvier 1916, il y a des reconnaissances aériennes qui se poursuivent, il y a des déserteurs allemands qui se rendent et qui annoncent beaucoup de choses. Donc, ça met de plus en plus la puce à l'oreille quand même au grand quartier général. Et début février, ça fait aucun doute pour les Français, il va y avoir cette attaque sur Verdun. Le 21 février 1916, c'est le Trommelfeuer, le déluge de feu et d'acier sur Verdun. Les troupes allemandes, les troupes d'assaut chargent sur Verdun. Ils vont se heurter au lieutenant-colonel Drian qui va leur faire perdre 2 jours parce qu'ils vont buter sur le lieutenant-colonel Drian et ses chasseurs qui vont mourir presque jusqu'au dernier. Il faut reprendre la correspondance des soldats qui ont écrit l'histoire avec un H minuscule, correspondance avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, et l'histoire avec un grand H, puisque les poilus sont les héros de Verdun. Ils disent, dès 1916, celui qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre. Verdun, c'est l'enfer. Le bombardement du 21 février 1916 n'épargne pas l'hôpital de Glorieux, où se trouve Nicole. À travers un compte-rendu, elle raconte, avec modestie, les actions qu'elle a menées pour protéger ses malades. Le 21 février, à 7h du matin, le bombardement commença. D'abord, ce furent des obus de 380, qui tombaient soit sur la ville, elle-même trop éloignée pour nous paraître redoutable, ou sur le Chauffour, pente située de l'autre côté de la Scance. Ces derniers nous éclaboussaient de leurs éclats, pulvérisant les vitres qui se trouvaient du côté de la route. Dans la nuit du 24 au 25, devait survenir pour nous le dernier et le plus grave accident qu'on puisse imaginer. Toutes les lumières étaient disparues. L'électricité avait manqué dès le début, la production détruite, probablement par les projectiles. Les bougies, les lampes, le pétrole, l'huile et les lampes électriques firent complètement défaut cette nuit-là. Le lendemain matin, vendredi 25, l'ordre de reploiement parvint au médecin-chef. Et il fut décidé que tout le monde quitterait la formation. À ce moment, sachant que j'étais le plus jeune aide-major de l'ambulance, et ayant cependant reçu l'ordre d'évacuer, j'écrivais à mon chef pour lui demander l'autorisation de rester avec les 9 soldats intransportables, qui ne pouvaient à aucun prix sortir. 2 infirmiers volontaires restèrent à mes côtés. À midi, dans un calme profond, interrompu seulement par quelques éclats isolés, les derniers hommes disparaissaient dans la direction de Balécourt. Le lendemain matin, à 7h, le docteur Monprofit mit à ma disposition une ambulance, où 5 malades délirants furent placés avec mes 2 infirmiers, et partirent dans la direction de Balécourt. J'en ai jamais eu de nouvelles. Quelques instants plus tard, je devais partir avec les 4 malades les plus graves, et transporter dans le plus bref délai et les meilleures conditions à Clermont-en-Argonne. Elle veut monter sur Clermont-en-Argonne. Bon, sur la route, elle est légèrement blessée par un éclat de pare-brise de l'ambulance qui est
après l'explosion d'un obus. Avec le bombardement qu'il y a à Verdun, tout l'espace du front est vraiment pris sous le tir de l'artillerie de l'adversaire. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait des endroits, quand j'en parle de la zone active de la bataille, qui soient moins dangereux que d'autres. Elle arrive à Clermont. À Clermont, personne ne l'attend et puis il n'y a plus de place. Alors elle va jusqu'à Froideau. À Froideau, c'est pareil, il n'y a plus de place non plus, donc elle descend jusque Bar-le-Duc. Bon, c'était un petit peu aventureux, quoi, mais bon, elle l'a fait aussi. Finalement, son périple l'emmène à l'hôpital de Wadelincourt. Nicole Mangin demande une promotion. De tels actes doivent être récompensés. En arrivant, on me reçoit. Vous devinez comment ? Mais je demande alors, forte de mes antécédents, ou d'être assimilée ou d'être envoyée dans mes foyers. Enfin, en octobre, le décret paraissait par lequel j'étais assimilée au grade de médecin-major seconde classe. Dans cet hôpital, la doctoresse va se confronter à de nouvelles pratiques chirurgicales auxquelles elle n'était pas préparée. Au fur et à mesure du déroulement de la guerre, il faut de plus en plus de gens pour soigner, pour opérer. Donc elle va opérer, elle aussi. Bien qu'elle n'ait pas une formation, elle ne doit pas opérer. Elle opère de toute façon dans l'urgence aussi, quoi, comme il le faisait, quoi. Si on s'intéresse aux médecins généralistes, bon, c'était diagnostiquer des maladies ou autre chose. Là, on va se retrouver en effet des médecins dans le civil qui faisaient ça, vont se retrouver à devoir, non pas faire de grosses opérations, mais faire de premiers soins chirurgicaux ou traiter des polytraumatismes auxquels ils n'étaient pas habitués. Elle exercera une grande partie de la bataille de Verdun à l'hôpital de Wadelincourt, un hôpital qui aura une grande importance au sein de la guerre. Alors ici, nous sommes sur le site de l'hôpital numéro 12. Et en face, il y avait l'hôpital d'évacuation numéro 6. Devant l'ampleur du nombre de blessés, l'hôpital numéro 6, qui était à l'origine à la queue de Mala, a été ramené ici et a été énormément agrandi. Et c'est un hôpital qui a bénéficié finalement, je l'ai dit, au mois de février 1916, avant le déclenchement de l'attaque, entre le 9 et le 21 février. Donc des renforts en équipe chirurgicale ont été amenés. Et Wadelincourt a bénéficié de ces renforts en moyens humains et matériels. Pour vous dire, à la fin du mois de février 1916, vous avez à Wadelincourt 3 équipes de chirurgiens qui tournent 24 heures sur 24 donc pour pouvoir opérer. À l'époque, l'hôpital compte 300 lits. Il aura jusqu'à 400 lits plus tard. Et à partir du mois de mars, avec la montée en puissance de la bataille de Verdun, puis son inscription dans la durée, il va y avoir 8 équipes de chirurgiens qui vont tourner à tour de rôle. Mais la guerre ne s'arrête pas là pour autant pour la doctoresse. Son parcours se continue à travers plusieurs batailles en France et en Belgique, avant d'être enfin, fin 1916, reconnue à juste titre et mise en sécurité. Après Verdun, elle s'en va dans la Somme. La Somme, elle va un petit peu à Ypres, enfin près de Ypres en fait, ouais. Mais ça dure une paire de mois, puisqu'au mois d'octobre, elle est nommée à Edith Cavell. Là, c'est pareil, elle reçoit un courrier où elle est nommée directrice de l'hôpital Edith Cavell. Alors, l'hôpital école, puisque ça fera une formation, l'hôpital école Edith Cavell à Paris. En fait, c'est des baraques, des baraquements qui s'appellent l'hôpital. C'est un hôpital pour la formation d'infirmières militaires. Elle enseigne aux infirmières la pratique et la théorie. On se doute évidemment qu'elle a ce souci-là aussi de transmettre. Pour transmettre des savoirs et pour former, il faut de toute façon, il y a 2 registres. Il faut être en même temps sévère, mais juste. Dans cet hôpital, Nicole Mangin va faire appel à des scientifiques de renom pour dispenser des cours à ses infirmières, et notamment à une grande femme de science, Marie Curie. Une fois la guerre finie, la doctoresse va devoir pallier un nouveau problème, la grippe espagnole. Son hôpital sera renommé pour être celui où la grippe fait le moins de victimes. Par la suite, elle sera nommée à la tête de l'hôpital VG84, devenant ainsi la première femme à diriger un hôpital militaire. Acharnée de travail, les amis de la doctoresse lui demandent de se reposer. Elle ne les écoutera jamais. Hélas, elle s'était trop donnée. Elle mettait à rudoyer son corps une sorte d'acharnement. Il y a peu de mois, elle avait été chloroformée et opérée pour une douloureuse mastoïdite. 1 heure après l'opération, elle s'était levée et avait été faire le tour de ses salles. Les malades, qui n'avaient su le fait que plus tard, ne pouvaient y croire. Tout de suite après Verdun, c'est l'hôpital Edith Cavell. On forme les infirmières. On est tout le temps, on imagine que c'est une femme qui est tout le temps dans l'action. Pour ne pas penser, j'imagine. Parce qu'à partir du moment où elle pense, c'est fini. Et d'ailleurs, 1 an après, c'est fini. Le 6 juin 1919, Nicole Mangin est retrouvée sans vie dans son appartement parisien. Son frère Maurice, qui était très proche d'elle,
écrit la dernière fois qu'il l'a vue. En 1919, elle fut sollicitée pour aller faire une tournée de conférences sur le rôle des infirmières militaires pendant la guerre. Au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En juin 1919, j'étais à Reims pour remettre sur pied notre immeuble et notre affaire. Je venais chaque semaine à Paris où ma famille était réfugiée. Nous nous étions revus chez moi pour un déjeuner d'adieu. Au moment de partir prendre mon train, elle m'a dit « Nous pourrions nous embrasser ?» Ce n'est pas sans émotion que nous fîmes ce geste inhabituel. Je ne devais jamais la revoir. Elle mourut subitement 2 jours plus tard. Elle est morte par suicide parce qu'elle était désespérée. Elle a absorbé une dose mortelle de médicaments. Dès le lendemain de la guerre, en 1919, on s'est posé des questions sur cette mort. On a évoqué qu'elle ait pu avoir eu un problème de santé ou qu'elle ait pu se trouver désœuvrée après cette vie intense qu'elle avait menée pendant la vie de 14-18. Son dernier geste, c'est l'accumulation de ce qu'elle a vécu. Je pense que quand on imagine les blessés dans les hôpitaux, les soldats qui arrivaient en sang, en hurlant, avec des moyens de soigner qui étaient aléatoires quand même, sans calmant, sans antibio, tout ça, ça devait être horrible. Son amie, l'auteure Louise Crupi, raconte les moments qu'elle a partagés après la guerre avec Nicole. Elle commençait par rire, toujours. Peu à peu, cependant, sa voix changeait. Elle revoyait les choses terribles. Elle me contait des morts navrantes, enfantines, et nous nous regardions, les larmes aux yeux. Tous ceux qui ont vécu des choses excessivement tragiques pendant des années, qui ont vu des centaines de blessés, des milliers de morts, ils n'en sortent pas complètement indemnes. Ils peuvent même avoir un sentiment de culpabilité, d'avoir survécu à tout ça. Il y a des choses qu'on sous-estimait. Il y a des syndromes post-traumatiques, il y a des névroses post-traumatiques. Pour son parcours militaire, elle ne recevra aucune décoration. Il lui fallut traverser une route avec des malades, sous une pluie d'obus, pour être enfin reconnue comme médecin-major. À la fin de la guerre, les autorités militaires feront en sorte de l'oublier. Mais j'imagine qu'elle a dû trouver très injuste de ne jamais avoir eu de reconnaissance finalement. Et par sa hiérarchie, et par la médecine, et par l'armée. Donc, alors qu'il y avait certainement des infirmières qui avaient cette reconnaissance-là à l'époque. Elle n'a rien eu, ça c'est sûr. Il y a plus de 71 000 infirmières qui ont servi pour la Croix-Rouge dans l'armée française. Vous allez avoir un peu moins de 400 d'entre elles, près de 400 d'entre elles qui vont avoir la Légion d'honneur. À peu près 1000 d'entre elles qui auront la Croix de guerre. Donc pendant la guerre même, et après la guerre, on a eu des femmes qui ont été distinguées pour les actes de bravoure. Un oubli magistral, mais en même temps, elle a pu un petit peu encombrer l'état-major, se demandant où ils allaient la placer, comment ils allaient faire avec elle, ne souhaitant pas forcément susciter d'autres vocations féminines, donc ne cherchant pas forcément à encourager ces vocations de femmes médecins. Tout simplement, il faut, je pense, se tourner du côté de ses pairs. C'est-à-dire que les médecins, donc parmi les médecins hommes, n'ont pas voulu, tout simplement, ne considéraient pas finalement qu'une femme, pourtant qui avait fait preuve de bravoure, qui s'était engagée, considérait dans la profession qu'une femme ne pouvait pas prétendre avoir les mêmes actions d'un homme. Si elle avait pu vivre encore quelques années et qu'on soit rendu compte, comme aujourd'hui, qu'elle était la seule femme, je pense qu'elle aurait été honorée. Pour autant, les blessés, eux, l'ont toujours dans leur cœur. La plaque, c'est une marque de reconnaissance que lui ont offert les soldats qu'elle a soignés après Badelincourt. Voilà. Donc c'est la seule décoration qu'elle a eue. C'est pas une décoration, mais ça vaut une décoration, largement. À la doctoresse Girard Mangin, médecin-major, ceux qui lui doivent la santé, ceux qui lui doivent la vie, ceux qui lui doivent l'honneur. Et en dessous, il y a une citation de Rudyard Kipling. C'est un des mystères de la personnalité que certains hommes ont un rayonnement tel qu'ils se communiquent à leurs compagnons pour les encourager, ou plus justement pour les ennoblir. Même lorsque leurs propres nerfs sont parvenus à leur extrême limite
de tension et qu'ils sont épuisés de fatigue et dévorés par la fièvre. Il n'existe pas de signe extérieur auquel on puisse reconnaître de tels hommes. Avant qu'ils aient donné leurs mesures, leur secret ne s'apprend pas. Ce qu'elle n'a pas eu auprès de sa hiérarchie, la reconnaissance, tout ça, elle l'a eu auprès des blessés et des soldats. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important ? Après être sortie de l'ombre, sa famille, ainsi que des élus politiques, veulent la faire reconnaître à juste titre. Il y a une commission de dénomination des espaces publics qui existe lorsque on fait un nouveau lotissement, donc on fait de nouvelles rues, on peut baptiser des rues, dénommer des rues. Et Nicole Mangin fait partie des femmes qui certainement verront une rue à leur nom. C'est important parce qu'il y a une dimension historique et politique, c'est-à-dire finalement honorer la mémoire de celles et de ceux qui se sont sacrifiés pour nos libertés et pour défendre l'idéal républicain. Il y a deux démarches. Il y a une démarche qui vient d'être faite. La démarche est faite par la mairie de Paris pour obtenir la Légion d'honneur à titre posthume. Et puis on va le faire aussi pour une médaille de Verdun, puisqu'une gamine qui a connu Catherine Le Callennec et qui s'est offusquée de savoir que Nicole Mangin n'avait pas de médaille et qu'il l'a demandé, mais on lui a dit qu'il faut demander par la famille. Donc on va la demander aussi, rien que pour faire plaisir à cette petite-là.